Est-ce que tu as je sais pas, comme une leçon qui s'est un peu dégagée de tout ce que tu as pu voir, quelque chose qui t'a marqué particulièrement dans tes rencontres avec les Ukrainiens? Un moment Ben, particulier? je pense un peu un peu la même chose que ce que tu as vu ici. C'est un peuple très, très fort, Ouais. et c'est même étonnant. C'est un peuple en premier contact qui peut sembler même un peu dur et fermé, d'accord. Et même les gens que j'ai pu rencontrer qui ont vécu des situations dures, voire même affreuses pour certains, très vite ça devient des gens très chaleureux. Et la plupart des entretiens que j'ai eus avec des gens qui ont été dans des zones occupées et qui ont souffert d'occupation russe ont fini par blaguer. J'ai été faire une interview dans un village. Au départ, ça n'avait pas vraiment de lien avec l'occupation. La veille, j'avais été visiter Tchernobyl et Pripyat, et le fixeur avec lequel j'étais m'a proposé d'aller voir un ancien liquidateur. Liquidateur, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les gens qui sont intervenus les premiers après l'explosion de la centrale de Tchernobyl, pour soit éteindre le feu, soit nettoyer les déchets, soit nettoyer la nature, etc. Ce monsieur a 73 ans. Il a été mobilisé, il était dans une unité de 135 réservistes, ils sont plus de 30 vivants aujourd'hui. Okay, ouais. Bon, et au départ, je vais le voir pour ça. Et de fil en aiguille, il me raconte l'occupation du village, que je ne savais pas aussi dur. Ils ont été confrontés à des Sibériens, des Bouriates, Wagner et des Tchétchènes. Et il me raconte comment un jour, leur voisine est venue frapper à leur portail et qu'elle s'est fait abattre de 2 balles dans le dos, qu'eux étaient sortis de leur cave dans leur jardin et qu'ils ont vraiment vu leur dernière heure arriver, et ils ont été sauvés in extremis par l'ordre d'un soldat russe qui a rappelé le groupe. Okay. Et il te raconte ça. Au moment où il te raconte ça, la femme pleure, le mari est droit comme un i, mais tu sens qu'il y a de l'émotion aussi qui transperce. Et 5 minutes après, on est en train de blaguer et il me propose de goûter sur notre vie, quoi. Wow. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est assez... J'ai l'impression qu'ils sont très résilients d'une manière. Ils sont très rudes et très durs à la souffrance, à la difficulté. Et je pense que... Enfin, moi je l'analyse comme ça, hein, par rapport à nous, peuple d'Europe de l'Ouest qui sommes en paix depuis maintenant 80 ans, bah, eux, 50 ans de régime communiste dans un pays qui n'est pas très riche, je pense qu'ils ont appris ce que c'était que la difficulté, quoi. Endurci, ouais. Vraiment endurci. Et puis leur histoire est chargée de ces massacres, de tous les nombres de gens que j'ai rencontrés, par exemple, que j'ai pu rencontrer, qui sont nés en Ouzbékistan. Pourquoi sont-ils nés en Ouzbékistan? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, Staline ayant décrété que les Ukrainiens avaient été des collaborateurs, tous les Ukrainiens étaient des collaborateurs avec la Nazie, il en a expédié des centaines de milliers en Ouzbékistan. Okay, d'accord. Et à la fin des années 80, avec la perestroïka, etc., ils ont pu commencer à avoir le droit de revenir. Okay. Et ils sont revenus. Évidemment, quand tu discutes avec un gars qui est né à Tachkent, qui a fait son service militaire dans l'armée soviétique, qui a 55 ans, il n'a pas eu la même vie que moi, quoi. Ouais, c'est clair que je vois Je constate Enfin, tu vois, le fait de venir ici, rien qu'en voyant les volontaires et les Ukrainiens qui passent, je sens qu'il y a une différence énorme de caractère. Et d'ailleurs, je demande par rapport à toi, ton expérience personnelle, parce que avec tout ce que tu as vécu donc en Ukraine, avec ces interviews, tu as dû voir des choses ici, je pense, assez difficiles. Comment est-ce que comment est-ce que tu le vis, en fait, tout simplement, de voir tout ça? Est-ce que c'est dur? Je peux pas te répondre que ce soit pas dur, ouais. Mais si tu veux, moi je suis là pour témoigner. Ouais. Là j'ai un autre exemple dans un village au nord de Kharkiv qui vient d'être libéré depuis 2 jours. On fait un premier interview, on croise un deuxième monsieur avec son petit vélo dans la rue et finalement il nous appelle. On va le voir. La cour de sa maison est explosée, il reste même encore les restes d'un missile Smerch planté dans sa cour, la voiture est explosée. Et il nous raconte, et là il se met à pleurer,
comment sa femme a été tuée par cette explosion et comment il a enterré les restes De sa de ce femme. qu'il a pu récupérer au fond du jardin. Ouais. Et il nous invite, et lui il est tout de suite dans une démarche de témoignage, c'est-à-dire qu'il nous exprime sa douleur, il n'hésite pas à pleurer, ce qui est un peu étonnant par rapport à ce que je t'ai dit avant, mais c'est trop fort, et il nous emmène à la tombe. Et honnêtement, quand je suis là avec lui devant la tombe, moi il y a mon objectif, mon appareil entre lui et moi. Et moi je suis concentré sur le fait que je ne peux pas rater ma photo parce que là il est en train de donner quelque chose, un témoignage, et mon job c'est de bien le faire. Ouais, en gros tu fais qu'un avec l'appareil et les émotions pour toi ce sera après, quoi. Exactement, et c'est plutôt là où je suis un peu fatigué après 6 semaines, si tu veux, que je sens un peu l'accumulation. Et qu'il me faudra du temps de retour en France pour revenir dans une vie un peu décompressée de tout décompressée. ça. Ok, ouais. Ça doit être assez fou. Et du coup, donc tu as fait 6 semaines en total en Ukraine. Ok. Et c'est la première fois que tu vas dans une guerre comme ça? En fait, je fais ce métier depuis 4 ans. Avant, je faisais autre chose. Je travaillais au quartier de la Défense à Paris. Ok. Donc, je faisais des choses très différentes. Ok. Donc, c'est la première fois que je vais vraiment en zone de guerre. Ok. Et donc, vraiment, c'est depuis 4 ans que tu es photographe comme ça. Et qu'est-ce qui a fait la transition entre l'appareil photo et. Enfin, entre ton ancien métier et l'appareil photo? C'est un parcours un peu perso. Ouais, j'imagine. Qui fait qu'en gros, l'appareil photo devient un prétexte pour pouvoir justement soi-même aller à la rencontre de ces gens, des réalités, des gens différentes, et que finalement, si je veux être honnête, bien sûr que j'ai envie, comme je viens de te le dire, de réussir la photo qui témoigne convenablement, etc. Mais mon premier moteur, c'est quand même d'y aller, quoi. Ouais, non, je comprends totalement. C'est pareil pour moi avec l'autostop. Voilà. L'autostop est plus le prétexte pour la rencontre. Voilà. Je comprends totalement. Tu vois, moi j'ai 58 ans, donc ma jeunesse, quand j'avais ton âge, on était encore dans la logique de la guerre froide. Moi, les Ukrainiens, c'est presque exotique, quoi, tu vois. Et donc simplement de rencontrer ces gens, et en plus dans la situation dans laquelle ils sont, c'est pas aller sur une autre planète, mais c'est de rencontrer une autre face du monde que je trouve qu'on ne peut toucher du doigt qu'en y étant vraiment, quoi. Ouais, donc la démarche, c'est la même que j'ai, enfin, on se rencontre sur le terrain, du coup, c'est logique, et c'est clair que d'un point de vue éducation, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que la meilleure manière de se rendre compte de la réalité du monde, c'est parce que je vais te redonner un exemple, tu vois, je trouve, et que ça je pense que tu peux pas le voir autrement qu'avec tes yeux et tes oreilles. La dame là qui raconte, avec la femme du liquidateur qui raconte, etc. Elle est quasiment la seule à me dire moi je redoutais que cette guerre arrive. Alors que la plupart me disent qu'ils étaient surpris et que quand même ils pensaient que Poutine n'oserait pas déclencher une guerre générale. Et elle dit je m'y préparais. Alors ok, ça veut dire quoi je m'y préparais? Je m'y préparais, c'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup plus de conserves que d'habitude. Et là, tu prends conscience que justement une des grandes différences entre nous et nous occidentaux et eux, c'est que tu t'aperçois que dans chacun des villages, tout le monde a son jardin potager, et que tout le monde a sa cave pleine de bocaux. Et quand tu rencontres des gens qui te disent j'ai vécu pendant 1 mois et demi dans ma cave, alors qu'ils ne pouvaient pas sortir, que tout était détruit ou qu'il était hors de question de sortir, prendre le risque d'être sous le feu d'un sniper. Pourquoi ils ont réussi? Parce que leur cave est pleine de bocaux. Moi, chez moi, il n'y a pas de bocaux dans la cave. Si le franc-prix est fermé, je ne vais pas tenir longtemps. C'est vrai que c'est des gens qu'on qualifie de survivalistes en France, et ils seraient pointés du doigt, on se foutrait leur gueule, quoi. Alors que eux, là, cette femme qui sait ce que c'est que dans la dureté de faire vivre une famille, elle a préparé le truc des mois à l'avance en disant il fallait faire ça pour survivre. Il vaut mieux que mes cornichons soient dans des bocaux chez moi pour pouvoir faire vivre mes enfants en cas de danger. C'est un détail, hein.
Mais ouais, et en même temps, ça c'est un marque, détail qui... voilà, qui illustre ce qu'on peut ressentir de cette différence. Ok. Et tu as eu beaucoup de rencontres qui t'ont marqué avec les Ukrainiens. Enfin, est-ce qu'il y en a peut-être qui se détachent du lot ou quelqu'un qui t'aurait particulièrement marqué? Honnêtement, Beaucoup trop, j'imagine. Ouais, je les mettrais vraiment tous sur un pied d'égalité. Si, tiens, peut-être une chose qui m'a aussi surpris. Parce que, bon, je te raconte, c'est l'histoire de cette babouchka, mais au fond, ce que j'ai touché du doigt avec, ce qu'elle m'a fait toucher du doigt ne m'a pas fondamentalement surpris. Non, il y a une chose qui m'a surpris, j'ai suivi des jeunes d'une vingtaine d'années dans une colocation à Kiev. Ouais. Mon objectif était de me dire, bon, après avoir vu des russophones, des anciens, etc., j'aimerais bien rencontrer des jeunes Ukrainiens qui sont câblés sur les mêmes types de préoccupations que la jeunesse occidentale. Ok. Le gîte au genre, les combats LGBT, l'écologie, toutes ces choses-là. Et donc j'ai passé 3 jours dans une colloque comme ça avec eux. Et alors ce qui m'a sidéré, c'est qu'effectivement ils partagent les mêmes combats, mais en revanche, ils sont pas du tout mondialisés, eux dans leur tête. Eux dans leur tête, ils ont un pays à construire. Avant la guerre, ils considéraient qu'ils avaient un pays à construire. Ouais. Donc ils avaient l'objectif, certes, de voyager, d'avoir des expériences, mais de vivre en Ukraine. Et là, depuis la guerre, ils n'ont même pas l'intention de partir, quoi. Ouais, ils sont vraiment combatifs. Ouais. Alors que quand même, j'ai l'impression que dans notre jeunesse occidentale, le fait d'être très mobile, il n'y a pas ce sentiment de pays à construire, quoi. Et quand je dis pays à construire, je te parle de jeunes qui font des études de cinéma, par exemple, ou de théâtre. Ouais. Et quand ils disent pays à construire, c'est participer à la construction du cinéma ukrainien ou du théâtre ukrainien. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Quand tu construis la culture de ton pays, tu construis... Voilà. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Ok. Donc ça m'a effectivement dérouté non, mais étonné. Ouais. C'est vrai que du coup, comme tu dis, ouais, t'as vraiment fait un panorama de tous les Ukrainiens, enfin assez large, j'imagine. J'ai vu différents Ukrainiens, mais j'ai pas fait un panorama de tous les Ukrainiens. Ouais, beaucoup. Il va falloir que je refasse un autre voyage pour ça. J'imagine. Pour essayer de m'en approcher. C'est clair que chaque personne doit être assez, chaque nouvelle personne et apporte une variation. Et puis je suis resté grosso modo, je suis resté au nord, tu vois, j'ai fait Lviv, Kiev, Kharkiv, Izium, mais je suis pas allé dans la partie sud, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, sont des régions aussi très typées, très caractéristiques, que j'ai pas eu le temps d'approcher, quoi. Ok. Donc tu penses que donc là tu vas peut-être revenir un peu en France pour souffler, mais tu vas... Là finalement j'étais sur le chemin du retour et je repars demain parce que un journal m'a commandé un sujet. Waouh. Donc tu vas repartir pour combien de temps? Tu as une idée ou si je reste au sujet qui m'a commandé une semaine, mais comme j'ai une deuxième idée de sujet, je vais peut-être encore rester 2-3 semaines. C'est vrai que c'est un truc que tu peux pas anticiper au final. Enfin, si tu me dis une réponse maintenant, en fait ça pourrait changer aussi bien dans une heure que... Ça peut changer très rapidement, c'est assez incroyable. Et question, est-ce que ton travail, du coup, tu le publies quelque part, enfin, les portraits ce travail, il est en cours, donc je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Où est-ce que tu le publieras, est-ce que je le publierai dans la presse, ou est-ce que j'essaierai d'en faire un livre ou une expo? Au départ, je suis plutôt parti dans l'idée d'essayer d'en faire un livre ou une expo. Ok. Mon idée était de me dire que beaucoup de villes ou de collectivités en France ont accueilli des Ukrainiens et que probablement ça pourrait leur être utile à un moment, une exposition de ce genre qui donne un peu un panorama plus haut, qui enrichit encore l'expérience qu'ils ont vécue en accueillant des Ukrainiens. C'est vrai que là, j'ai eu la chance de t'entendre parler un peu depuis le début de tout ce que tu as vu. C'est clair que ton expo, si tu l'as fait, je serais très très curieux d'aller la voir. Donc, merci. Ouais, je dis, si je publie cette vidéo en entier, je mettrai le lien dans la description là pour aller voir ton expo parce que c'est... Elle est pas faite, on verra. Si jamais tu l'as fait, t'hésites pas, à me dire parce que franchement c'est un travail que je trouve assez incroyable tout ce que tu m'as raconté. Oui, merci. Ouais. Du coup, je te dis, je vais interrompre la vidéo, mais du coup merci Nicolas pour ton témoignage. C'est ultra intéressant et puis perso pour moi c'est ultra inspirant parce que comme je t'ai dit je commence à réfléchir à la même chose que toi donc
Incroyable, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt.